Voltaire et les rois. Il y a dans ce titre même comme une odeur de paradoxe. Voltaire, après tout, n'est-il pas devenu, après sa mort bien sûr, le symbole de la République naissante? Avant même que cette République ne s'instaure en 92, il était entré parmi les tout premiers, et même le premier, au Panthéon. Voltaire est un peu l'un des symboles de la Révolution. Et si on le considère comme un des plus grands écrivains du XVIIIe siècle, on le considère aussi et d'abord comme un grand penseur politique. Alors, Voltaire et les rois, eh bien oui, la vérité c'est que dès qu'on entre dans la vie du grand homme, on se rend compte que sa relation avec les monarques d'Europe a été très suivie, très nourrie, d'abord avec le roi Louis XV lui-même. C'est vrai que Louis XV n'aimait pas trop Voltaire, il faut être honnête de ce point de vue, mais après tout, il en avait fait son historiographe. Il lui avait confié le dégrossissement de celle qui allait devenir la marquise de Pompadour. Et puis il y a le beau-père du roi, ce terrible, cet incroyable Stanislas Leginsky, dont la cour de Lunéville va être un des refuges de Voltaire, et un refuge auquel il va se montrer d'ailleurs relativement assidu. Je ne vous parlerai même pas de Frédéric II de Prusse. Vous savez que les relations entre le roi de Prusse et le grand philosophe français ont été extraordinaires, fusionnelles, difficiles aussi, et il faut aller à Sans Souci pour voir à quel point l'empreinte voltairienne est demeurée extrêmement présente. On pourrait bien sûr parler de l'impératrice Élisabeth de Russie, et puis de la principale, de l'impératrice Catherine, Catherine la Grande, à laquelle, par voie épistolaire, Voltaire aura fait une cour absolument extraordinaire, et une cour qui a marché, si je puis dire, puisque l'impératrice était d'une certaine manière amoureuse, au moins de l'esprit du grand philosophe. Donc, il y a chez Voltaire la volonté courtisane d'être bien en cour et de se faire bien voir des souverains. Alors, pour autant, peut-on dire de Voltaire qu'il était monarchiste? Il avait sans doute des accointances avec la monarchie, mais il était favorable à une monarchie constitutionnelle. Vous savez, les rapports extraordinaires qu'il entretenait avec l'Angleterre depuis les séjours qu'il y avait effectués. Il trouvait qu'en Angleterre étaient développées des notions d'égalité, des notions de liberté, des notions de justice qui, dans son grand âge, vont devenir ses obsessions, littéralement. Et probablement que Voltaire, on doit pouvoir le dire, était un monarchiste constitutionnel. Il était en tout cas favorable à ce type de régime. Et au-delà de cet intérêt pour une monarchie réformée, pour une monarchie constitutionnelle, Voltaire sentait naître un peu partout dans les provinces, sentait naître le ferment de ce qui allait devenir la Révolution. Dès 1768, 10 ans avant sa mort, il écrit à un de ses amis « Soyez sûr que d'un bout de l'Europe à l'autre, il se fait une révolution que l'on ignore peut-être que chez les Capucins de Colmar et chez les chanoines de Porrentruy. » Il y a chez Voltaire la volonté de faire évoluer le régime, et il y a aussi le sentiment que tout déjà est en train de changer. Préparer une exposition Voltaire et les rois, ce n'est pas seulement parler des monarques qu'a pu connaître, rencontrer Voltaire, ceux avec lesquels il s'est bien ou mal entendu, c'est aussi bien sûr étudier les rois et les souverains qui figurent dans les écrits de Voltaire, et notamment dans ses écrits historiques. La première figure, évidemment, on y pense tout de suite, c'est Louis XIV. Le siècle de Louis XIV occupe dans l'œuvre de Voltaire une place absolument centrale, on pourrait presque dire fondatrice. Elle est très importante, cette œuvre, et c'est vrai qu'elle a contribué à donner au grand roi la postérité qui est la sienne. On a parlé à partir de Voltaire du siècle de Louis XIV, c'est le grand siècle, c'est le grand règne. Entre parenthèses, on sourit à l'idée de ce qu'aurait pu être dans la postérité le règne de Louis XV si Voltaire s'était mieux entendu avec l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Dans le premier chapitre de ce siècle de Louis XIV, le philosophe s'intéresse à la méthodologie historique, et il nous dit qu'il ne va pas s'intéresser seulement au roi lui-même ou à ses proches, il va essayer de mettre en avant tout ce qu'il y avait de grand dans les contemporains de Louis XIV. Deuxième figure à intéresser Voltaire, Charles XII, le roi de Suède, dont il va écrire l'histoire à son retour d'Angleterre en 1728. Charles XII n'est mort qu'en 1718. 1718, c'était l'époque où Voltaire donnait Oedipe à la Comédie Française. Il n'a pas pu connaître le roi de Suède, mais il va le connaître, si l'on peut dire, par les témoignages qu'il recueille. Et là encore, le travail qu'il fait est un travail qui est presque journalistique. Voici ce que nous dit Voltaire. On n'a pas avancé un seul fait sur lequel on ait consulté des témoins oculaires et irréprochables. C'est pourquoi on la trouvera, cette histoire,
fort différente des gazettes qui ont paru jusqu'ici sous le nom de Vie de Charles XII. Des gazettes, vous voyez à quel point il peut se montrer une fois encore charitable avec ses chers confrères, bien entendu. Le troisième personnage, c'est l'ennemi juré de Charles XII, c'est justement ce Pierre de Russie qui va être le grand adversaire de la Suède. On sait ce qui s'est passé au moment de la bataille de la Poltava, ça c'était en 1709. Eh bien, Pierre le Grand va devenir le modèle d'une certaine manière de Voltaire, et ça c'est encore un autre aspect de la manière dont Voltaire envisage les souverains dans l'histoire. Il veut en faire des modèles politiques. Et l'extraordinaire énergie de Pierre le Grand, son ouverture à l'Europe, la manière radicale dont il a transformé les mœurs dans son empire, et puis cette façon qu'il a eue de créer ex nihilo la grande ville des bords de la Neva, d'avoir créé cette ville de Saint-Pétersbourg, tout ça fascine Voltaire qui se fait envoyer par dizaines, jusqu'à 120 des mémoires qui arrivent de Saint-Pétersbourg, qui arrivent de Moscou pour aider à son écriture. Il y a un véritable travail, on pourrait dire, d'archiviste chez Voltaire lorsqu'il s'intéresse à celui qu'il appelle lui-même Pierre le Grand. « Je veux faire voir Pierre en grand », dit-il. Quant au dernier, je devrais dire d'ailleurs chronologiquement le premier, c'est évidemment Henri IV. Et alors Henri IV, lui, il est présent dans toute l'œuvre de Voltaire, parfois en creux. Et cette Henriade, le grand poème épique de Voltaire, va être un des grands succès du maître, au point même qu'il sera régulièrement réédité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans cette Henriade, il s'agit bien entendu de rivaliser avec les grands auteurs comme Virgile, comme Milton. Il s'agit aussi peut-être de dénoncer ce qui, pour Voltaire, est l'essentiel, de dénoncer ce fanatisme religieux dont Henri IV, après la mort de son prédécesseur, au moment du siège de Paris, a dû se faire l'adversaire, l'ennemi irréductible. Écraser l'infâme, c'était, vous le savez, la devise de Voltaire. Il nous ferait presque penser que c'était celle aussi du bon roi Henri. Si l'exposition s'était intitulée « Voltaire et le roi », vous auriez compris tout naturellement que le roi en question était Frédéric II. Il s'établit très tôt entre le tout jeune prince, maltraité par son père, et le philosophe français, une relation épistolaire très forte. Il est vrai que, d'un côté, Frédéric aimerait bien se voir en nouvel Alexandre et qu'il ne déplairait pas à Voltaire de passer pour le nouvel Aristote. Et c'est vrai que très tôt, ce jeune prince, qui devient bientôt le roi de Prusse, va prendre Voltaire comme une sorte de parangon d'écriture et va lui donner à lire ses poèmes, ses écrits, y compris ses écrits en prose. Vous savez qu'il écrit un anti-Machiavel assez remarquable, et puis aussi une histoire de la maison de Brandebourg, et d'une façon plus générale, beaucoup de madrigaux, de stances, de poèmes de toutes sortes, qui sont la littérature de Frédéric, revue souvent par Voltaire. Et Voltaire a bien du mal à cacher le relatif désespoir que lui inspirent les insuffisances de la prose et des vers de son royal élève. Il y a bientôt un premier voyage en Prusse, un premier voyage à Sans Souci, au cours duquel Voltaire va se faire, disons-le, un peu l'agent du roi de France. Il y a un travail diplomatique à ce moment-là, qui se fait au nom du principal ministre de Louis XV, le cardinal de Fleury, et c'est vrai que Voltaire aimerait, et il aura toujours cette ambition, d'ailleurs, y compris avec d'autres monarques, il aimerait peser un peu sur les décisions de la cour, il aimerait marquer de son empreinte l'histoire que par ailleurs il aime tant à écrire. Le deuxième voyage est évidemment celui qui nous a laissé le plus grand souvenir, c'est le fameux séjour de Voltaire à Sans Souci, avec cette relation très passionnelle entre ces deux hommes, et qui vont apprendre à découvrir non plus les éminentes qualités, mais les vilains petits défauts de l'un et de l'autre. Voltaire souffre de l'autoritarisme d'un Frédéric bien peu prompt à se remettre en cause. Quant au roi, il trouve que Voltaire n'est pas assez courtisan, ou que parfois il l'est de manière trop démonstrative, et surtout qu'il est un véritable radin. Frédéric va faire rire toute la cour de Prusse à propos de l'avarice sordide de son hôte français. Tout ça se finit, je vais dire, dans le sang, non, tout de même pas, mais ça se finit littéralement par une fuite de Voltaire qui va finalement être arrêté juste avant la frontière par les agents du roi de Prusse. Les choses ne se passent pas bien du tout, et il ne fallait pas compter, bien sûr, sur un troisième voyage. La relation entre Frédéric et Voltaire n'en restera peut-être pas moins l'emblème du grand esprit des Lumières.
C'est là que ce qu'il y avait de plus éclairé dans le despotisme et ce qu'il y avait de plus courtisan dans les grandes lettres s'est rencontré dans cet endroit, dans ce château de Sans Souci qui, aujourd'hui encore, reste pleinement imprégné de tout cela. Il y aurait un roi dont on n'a pas parlé dans l'exposition, mais dont l'exposition tout entière ne fait somme toute que parler, c'est le roi de Ferney. C'est celui qui, autour de lui, dans les dernières années de sa vie, va créer une véritable cour, une véritable étiquette. Ce roi, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le roi Voltaire.